bienvenue dans mon labo. Ici, on a un laboratoire où on travaille sur un projet d'entomophagie ou d'économie circulaire. Entomo veut dire insecte, phagie veut dire manger. Alors, on va regarder comment on peut manger des insectes pour un peu sauver la planète. Je vais vous montrer mon montage en premier pour vous montrer notre grande vedette, notre insecte. Alors, l'insecte avec lequel on travaille s'appelle Zophobas morio. Son autre nom, c'est ver de farine géant. On l'appelle aussi superworm. Le ver de farine géant, je vais vous le montrer ici. Dans la phase où on pourrait le manger, c'est la phase dite larvaire. Alors, je vais vous prendre une larve. Il y en a tout plein, mais elles se cachent dans le fond, les larves. Elles ont très, très peur de la lumière. On leur donne à manger de l'avoine. Alors ici, j'ai une larve. Elle est un peu petite. Je vais essayer d'en trouver une plus grosse. Alors, ce sont des larves. Nous, on s'imagine, quand on les regarde comme ça, on s'imagine des 1000 pattes, mais c'est pas du tout ça. Elles ont 6 pattes. Ce sont des insectes. Et peut-être que qu'on pourrait la voir sur le dos. Ah, elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas ça virer de bord. Alors, cet insecte-là, c'est à cette époque-là qu'on pourrait le manger. Mais est-ce qu'on le mangerait comme ça? Non. Habituellement, on le met dans le congélateur pour le tuer, on le fait sécher et on fait de la farine avec cet insecte. Apparemment, ça goûte le chocolat. Alors, nous, on va maintenir une culture d'insectes, puis on va essayer de faire de la farine d'insectes. Je vais juste vous montrer le cycle de vie de cet insecte-là. Il va passer environ 9 mois dans sa phase larvaire. Et qu'est-ce qu'il va faire durant sa phase larvaire? Il va grossir. Mais étant donné qu'il y a un exosquelette, bien, c'est sûr qu'en grossissant, il va être obligé de muer, d'enlever son exosquelette pour ensuite lui permettre de grossir. Quand il est rendu assez gros, étant donné qu'il y a beaucoup de cannibalisme dans cette espèce, quand il est rendu assez gros, il pourrait faire de la métamorphose, mais il ne voudrait pas faire sa métamorphose s'il est avec d'autres insectes. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on l'isole. Quand il est en métamorphose, il est très fragile. Si on l'isole, il dit « OK, ben, je peux démarrer ma métamorphose. » Je te montre un petit peu. Je te montre un petit peu qu'est-ce qui se passe. Là, celui-là, il était assez gros, puis on l'a mis dans en isolement. La première chose qu'il a faite, il s'est déshabillé. Il a enlevé son exosquelette pour pouvoir grossir encore. Qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Il va faire une petite boule. Il va se mettre en rond. Et ensuite de ça, il va tisser comme une toile, mais on ne la voit pas. Et il va devenir une nymphe. Alors, la prochaine étape, c'est l'étape de la nymphe. Il peut passer 2 semaines environ dans cette étape de la nymphe. Il est en train de se transformer en scarabée. Quand il est transformé en scarabée, je vais vous en montrer des scarabées. Vous allez voir, là, c'est assez dramatique comment le scarabée ne ressemble pas du tout à la larve, mais c'est la même espèce. Alors ici, j'ai des scarabées. Je n'en ai que 2 présentement. Je vais en sortir un qu'on le voit mieux peut-être dans ma main. Viens ici, toi. Oh là là. Voilà mon scarabée. Alors, tu vois, elle est tout à fait noire de jais. Et le scarabée, en fait, c'est la partie où c'est le moment du cycle où on peut se reproduire, faire des bébés. Ici, j'ai appelé cette région la chambre nuptiale. Présentement, j'ai 2 scarabées, mais on peut s'imaginer que ça pourrait fourmiller de scarabées qui se reproduisent l'un avec l'autre et qui font des bébés. Et ensuite, ben, ça serait recommencer le cycle. Hein. Quand j'ai des bébés ici, les œufs sont pondus, j'ai les bébés ici, ben là, je pourrais les transférer dans l'étage du bas. Ils seraient des larves, grossiraient et on provoquerait la nymphose comme on l'a fait avec ceux-là. Alors, j'ai des étudiants dans mon cours qui forment 6 équipes. Alors, chacune des équipes travaille sur un projet différent et ce sont tous des projets en recyclage ou en économie circulaire. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, ces insectes-là, on peut les bouffer. Ces insectes-là, ben, eux peuvent bouffer de nos restants.
il y a des restants qui vont aller dans les poubelles ou dans le compostage, et ces restants-là peuvent servir les vers. On ne va pas prendre n'importe quel restant qui est toxique. On peut aller, par exemple, dans une pâtisserie, qu'eux autres, ils ont des résidus, ou dans une microbrasserie, qu'eux autres, ils ont des résidus, prendre les résidus qui sont comestibles et les donner aux vers. Les vers vont engraisser et ensuite, on mange les vers. Non seulement ça, les vers sont capables de décomposer le styromousse. Alors, c'est un autre projet sur lequel mes étudiants travaillent. Et aussi, ces vers-là, sont capables, avec leur caca, qui est vraiment très nutritif, ils sont capables de faire de l'engrais pour les végétaux. Alors, de l'autre côté, j'ai 6 équipes qui travaillent sur des projets aussi divers, mais qui ont tous rapport avec cette économie circulaire. J'ai 2 équipes qui travaillent sur des projets de bouffe. Alors, j'ai une équipe biscuits. Eux autres, ils vont faire des biscuits avec de la farine d'insectes. Et ils vont regarder quel est le pourcentage de farine d'insectes qui va encore donner une texture intéressante pour un biscuit. J'ai mon équipe pain. Eux autres, ils font la même chose, mais avec du pain. Et aujourd'hui, on va voir là, les pourcentages d'insectes dans le pain. Ça change un petit peu la coloration du pain. J'espère que ça change le goût aussi. J'ai une équipe qui travaille sur la dégradation de la styromousse et ça fonctionne tellement bien. Ces insectes-là sont capables de venir décomposer la styromousse, sont capables de la métaboliser, mais minimalement d'en faire de la toute petite poudre de styromousse. C'est vraiment fantastique. J'ai une équipe qui travaille sur les préférences alimentaires de cet insecte. Est-ce que c'est en donnant de la lie, de bière ou de vin? Est-ce que c'est en donnant des pelures de fruits? Est-ce que c'est en donnant telle ou telle autre bouffe que ces insectes-là vont être le plus intéressés, qui vont grossir le plus? C'est ce qu'ils regardent. Et finalement, j'ai une équipe qui va faire pousser des végétaux. Il y a 2 sortes de végétaux qui font pousser avec différentes concentrations d'engrais qui sont générés par ces vers-là. J'ai une 6e équipe qui travaille sur des bioplastiques. Vous avez vu la peau que cet insecte-là perd, bien cette peau-là, un peu comme la carapace de crevette, on peut l'utiliser et par des procédés chimiques, on peut en faire du bioplastique. Du bioplastique qui pourrait remplacer les sacs de plastique, qui est tout à fait biodégradable. Et ils vont faire du plastique peut-être dans la journée ou cette semaine, on va voir du plastique qu'ils ont généré à partir de cette carapace. Alors ça, c'est les projets que j'ai de l'autre côté qu'on peut aller voir. Alors ici, ce qu'on a, c'est notre équipe bioplastique. En fait, l'équipe s'appelle l'équipe chitine parce qu'elle fait de la chitine de la carapace des insectes. J'ai Joveria et Malak. Alors les deux peuvent vous expliquer un peu qu'est-ce qu'ils font ici. Okay, nous, notre expérience, comme elle a dit, c'est on essaye de former un plastique biodégradable. Puis ça, c'est en relation avec la problématique de plastique dans le monde, comme vous le connaissez. Puis en ce moment, on est en train de faire un essai avec les crevettes avant de passer aux insectes, parce que c'est une expérience connue. Et on est bientôt rendu à la dernière étape. En ce moment, on est en train d'extraire la chitosane de la chitine. C'est cette substance-là, après ça, qui va être utilisée pour former le plastique. On est bientôt à la fin de cette expérimentation. Puis après ça, on va pouvoir passer à la carapace des insectes. Et en gros, c'est ça. Il faut quand même avoir une bonne culture d'insectes. Je ne sais pas si on voit des vers. Oui, il y en a plein. Alors, ils font le même type de culture d'insectes, mais eux, ici, c'est pour récolter des carapaces. Oui. Alors ici, ils ont une récolte de carapaces et tous les étudiants de la classe qui travaillent aussi sur ces insectes-là, ils vont accumuler des exosquelettes qu'ils vont déposer ici. Là. Eux, ils les accumulent pour faire le bioplastique à partir de ça. Alors ici, on a Juliane et Alexei, c'est 2 membres d'une équipe de 4. Hein? Toutes nos équipes sont à 4. Et eux autres, c'est l'équipe pain. Alors, Juliane, Alexei, je vous laisse expliquer un petit peu votre projet. Bon, en fait, nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on remplace la farine de blé par de la farine d'insecte dans du pain. Puis c'est super difficile à cause que dans la farine d'insecte, en fait, il n'y a pas d'amidon ni de gluten. Puis c'est comme 2 molécules vraiment essentielles à la panification. Donc, c'est comme un défi, en fait.
la panification, c'est le processus dans lequel la pâte se lève. Ouais. Dans le fond, on passe par plusieurs étapes pour faire notre pain. Donc, on commence par mélanger les ingrédients. Puis après ça, il faut faire lever la pâte pendant un certain temps avant de la pétrir et de la faire lever à nouveau pendant 1h30 dans notre cas. Après ça, on la met dans des moules, on la laisse lever encore pendant 30 minutes et on le fait cuire pendant, dépendamment, 30 minutes à 1 heure, dépendamment du moule utilisé. C'est ça, si vous vous intéressez, ça c'est des pains avec entièrement fait de blé de farine. C'est juste que les moules ont été différents. Et ça c'est notre premier pain dans lequel on a substitué la farine de blé à la farine d'insectes. En fait, ici on compte 25% de farine d'insectes, précisément de ténébrions meuniers, pour 75% de farine de blé. Ça vient d'une ferme en fait locale où est-ce qu'ils élèvent les ténébrions. C'est à côté des fermes Moufa en fait, si vous connaissez. Oui. Ouais. Puis sinon, pour tester nos pains, on a comme une liste en fait de tests rhéologiques à faire sur la pâte. On teste la pâte, le pain. On teste après ça le goût, l'apparence, la texture avec des goûteurs. Donc ici, on a comme des fiches qu'on distribue aux gens. Puis ils peuvent noter leur appréciation. À date, on a dû faire plusieurs témoins négatifs, donc plusieurs pains à base juste de farine, sans farine d'insectes, parce qu'on avait vraiment de la misère à atteindre le résultat désiré. Il fallait comme au moins savoir faire du pain normal avant de commencer notre expérience. Ça nous a pris un bon 4 semaines, là, parce qu'on n'est pas des boulangers de base. Mais c'est ça. On a finalement trouvé une recette qui fonctionne, qui est un mix de plusieurs recettes trouvées un peu partout aux 4 coins de l'Internet. Puis cette recette-là, ben, c'est celle-là. C'est la première fois qu'on va la tester avec des goûteurs, donc on ne sait pas si celle-là va être concluante, mais on espère qu'elle va l'être plus que les autres. Alors ici, ils avaient fait un montage d'une grande créativité, c'était vraiment génial. Ils avaient à l'intérieur de ce bac-là, ils avaient quatre branches d'un labyrinthe, puis ils mettaient 40 verres là-dedans pour voir quelles étaient leurs préférences alimentaires. Mais là, les verres se sont creusés des trous dans le styromousse et sont allés en dessous du styromousse, de sorte qu'aujourd'hui, il faut qu'ils reprennent leur expérience, mais sans styromousse. Alors ça, c'est le problème qu'ils ont eu, mais je les laisse parler quand même des 4 substrats qui leur donnent à manger. L'expérience s'appelle préférence alimentaire. Je ne sais pas si Shaki ou Liliane veut parler du projet ou les deux. Au milieu, on avait de la nourriture qui sont plus humides, donc on a mis des légumes et des fruits. Et dans les 4, ouais, c'est ça. Et dans chaque coin, on avait mis de la nourriture. On avait mis du criquet, de la levure, de bière, des carapaces de crevettes et la nourriture de rongeurs. Puis au milieu, on avait des fruits. Puis ils ont toutes mangé, sauf un peu moins les criquets. Puis ils se sont aussi fait genre, ils se sont mangés. Il y en a 7 qui sont morts, puis il y en a 33 vivants. Et au début, ils étaient plus petits. Puis comme ils ont mangé, ils sont devenus plus grands. Ce qu'on a, c'est l'équipe FRAS. L'équipe FRAS travaille avec les petits cacas de ces verres-là. Ces cacas-là s'appellent FRAS. Et le FRAS, c'est un engrais. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vont regarder la puissance de cet engrais pour faire croître des végétaux. Alors, je laisse à Dunia et à Juliette le soin de vous expliquer un petit peu. Okay, donc, en fait, on va faire 2 études. La première étude, c'est sur sur 2 plantes différentes. On a 5 bacs où on a une concentration différente de fraise et de terre. Donc, le premier bac, on n'a aucune quantité de fraise. Le deuxième bac, on va avoir 20%. Ensuite, 40%, 60% et 80%. La première rangée, c'est des graines de maïs, non? Ouais, puis là, ça, c'est des maïs, puis ça, c'est des graines de fèves. Fait que là, on a planté celle-là
il y a déjà une semaine, fait qu'on voit qu'on commence à pousser, mais celles-là, on les a plantés aujourd'hui, donc on va voir les résultats éventuellement. On s'attend, on peut le voir déjà, que 20%, c'est l'idéal, fait qu'un minimum d'engrais, mais que quand on met trop d'engrais, notre graine finit par mourir. C'est de l'excès, c'est trop, c'est de l'excès. Alors ici, on a l'équipe biscuits. L'équipe biscuits, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des biscuits à base de farine d'insectes. Ils essaient de voir le breaking point. Puis je vais laisser le soin de Benjamin et Katia de vous expliquer un peu c'est quoi. C'est 2 membres d'une équipe de 4, encore une fois. Ouais, ben c'est ça, comme on vous a dit, on cherche le breaking point, fait que c'est vraiment savoir jusqu'à quel point on est capable de se rendre pour voir si le biscuit va lever, le biscuit va cuire de la bonne façon, puis des choses, s'il va goûter comme un biscuit aussi, là. Pour voir de quoi a de l'air notre cuisson, on a installé une caméra, puis qui filme tout le long de la cuisson. Comme ça, on peut vraiment voir genre le processus complet. Puis si jamais il y a des choses qui changent avec les différents pourcentages. Ouais, dans le fond, à chaque semaine, on essaie un pourcentage différent. On a 2 sortes de biscuits. On a des biscuits à l'avoine et on a des biscuits sablés. Cette semaine, on a commencé à remplacer la farine d'insectes. Donc, on a remplacé 10% de la farine ordinaire. Donc, on va voir, c'est notre premier test. On ne sait pas encore qu'est-ce que ça va donner. Probablement que le biscuit va être plus foncé, il y a moins de gluten, fait que ça se peut que le biscuit ne lève pas puis la texture soit différente. Dans la farine d'insectes, il n'y a pas de gluten. Fait que c'est ça, comparé à la farine normale. Si on a le temps, on aimerait aller plus que 30, mais là, jusqu'à maintenant, on va jusqu'à 30%. Sur le paquet de la farine d'insectes, c'est écrit remplacer 10 à 15%. Fait que ça, c'est qu'est-ce qui est recommandé. Nous, on va essayer d'aller jusqu'au double, dans le fond. Puis on va voir pour les 2 sortes de biscuits, dans le fond, qu'est-ce que ça donne. Ouais. Alors ici, on a l'équipe Styromousse. Eux, ils veulent voir quelle est la faculté de ces larves-là à décomposer la styromousse. Et ils sont vraiment avancés beaucoup dans leur projet. Je vais laisser le soin à Sean Curtis et à Hugo de vous expliquer un peu où est-ce qu'ils en sont. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, nous, on va recréer, ça c'est notre montage pour évaluer la dégradation du styromousse par les vers. Donc comme on peut voir, il y a plusieurs vers, puis ils se nourrissent de styromousse. Donc on peut voir ici que le styromousse a été mangé. Ils font des trous dans les blocs de styromousse, ils se cachent à l'intérieur pour éviter la lumière. Et c'est de ça seulement qu'ils se nourrissent. Donc nous, cette semaine, ce qu'on va faire, c'est d'essayer d'évaluer la dégradation de différents types de styromousse. Donc on a comme premier exemple le styromousse blanc. On va ensuite utiliser des types de styromousse plus denses pour voir s'ils sont capables de se nourrir. Donc on a du styrofoam noir utilisé dans l'industrie alimentaire pour les plateaux de viande, pour des raisons sanitaires. Et le styrofoam rose qui est encore plus dense, utilisé dans des maisons pour de l'isolation. Donc, dans le montage, on a ici le compartiment avec nos styromousse et nos verres. Puis en dessous, on a ici tout ce qu'ils font leur excrément, puis aussi des morceaux de styromousse qui ont sécrété. C'est ça, on met des légumes à chaque semaine pour les apprivoiser en eau. Ouais, donc ce qu'on avait fait au départ, pendant ces 5 semaines-là, c'est qu'on voulait évaluer dans quelles circonstances ils allaient vouloir manger le styromousse. Donc le montage avait été recréé 3 fois, une fois seulement avec du styromousse, une fois avec du styromousse et des légumes frais, et un autre élément nul qu'on appelle avec seulement des légumes frais pour évaluer la différence de la quantité qu'ils allaient manger. Et aussi pour évaluer l'option du cannibalisme, parce que ces vers-là, lorsqu'ils n'ont pas de nourriture, ils se mangent entre eux. Donc on voulait voir dans quelles circonstances on allait pouvoir retenir le plus de vers au cours des semaines, qui allaient quand même se nourrir de styromousse.
Donc avec nos observations, on est arrivé à la conclusion que justement, du styromousse et des légumes, ça serait préférable pour leur survie. on a remarqué qu'avec les légumes et le styromousse, on avait moins de pertes. Dans notre bac seulement de styromousse, après 5 semaines, on avait perdu 3 verres, alors que dans celui de styromousse et de légumes, on en avait perdu seulement le seul. Donc c'est quand même une différence considérable. Donc on préfère continuer comme ça pour les types de styromousse. Parce qu'en fait, on sait que le styromousse blanc, ils sont capables de le manger et de le dégrader dans leur système digestif sans laisser aucune trace de produits chimiques dans leur excréments. Mais on n'a aucune idée s'ils vont être capables de faire la même chose pour le styrofoam noir et le styrofoam rose, puisque leur composition est différente. Donc c'est ce qu'on va essayer d'évaluer au cours des prochaines semaines.